Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le top 10 de la bourse allemande. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec la liste du top 10 de la bourse allemande. Donc en premier, on a SAP, l'éditeur de logiciels ERP, de type ERP. On a Siemens, conglomérat industriel. Deutsche Telekom, l'opérateur télécom qui a aussi une filiale aux États-Unis si je ne me trompe pas. Allianz, le numéro 1 en Europe, je dirais, dans le domaine de l'assurance, devant AXA. Munich Re, donc la réassurance. On a ensuite Rheinmetall, donc maintenant c'est plutôt une entreprise de défense. Merck, le laboratoire pharmaceutique. Siemens Healthineers, donc ça c'est une filiale de Siemens spécialisée dans la production d'appareils médicaux. On a Mercedes-Benz, le constructeur automobile allemand, et Deutsche Börse, la bourse allemande elle-même, l'équivalent d'Euronext, mais en Allemagne. Je vous ai préparé ma watchlist, comme d'habitude. On passe en revue les colonnes de cette liste. On a le ticker, donc le symbole de cotation de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars. On l'a pas en euros ici, mais c'est à peu près pareil. On a la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 3 multiples de flux, valeur d'entreprise sur EBITDA, price earnings et price free cash flow, pour pouvoir les comparer entre eux, 2 multiples de bilan, donc price to book ou price to tangible book value, mais en général je préfère, j'omets le price to book, je préfère le price to tangible book value, qui permet aussi d'éliminer les écarts d'acquisition qui sont inclus dans les actifs des entreprises, et pour moi qui n'ont pas vraiment de valeur à proprement parler. Le rendement des capitaux investis, donc une mesure de rentabilité plutôt opérationnelle, le rendement des fonds propres, une mesure de rendement plutôt financier, là on va l'appliquer plutôt aux banques et aux assurances, l'endettement de l'entreprise, le rendement du dividende si un dividende, le rendement de l'actionnaire qui inclut dividende et rachat d'actions, le payout ratio et les free cash flow par rapport au bénéfice net pour comparer, pour voir si ce payout ratio est bien ce qu'il est en termes de free cash flow, puisque on calcule le payout ratio par rapport au bénéfice net, mais on les paye, ces dividendes et ces rachats d'actions, par les free cash flow. Allez, on commence tout de suite avec SAP, donc l'éditeur de logiciels allemand. On est sur 312 milliards de dollars US de market cap. On est sur 4,4% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. On peut pas dire que ça soit une forte croissance, hein. Pourtant, le logiciel est une industrie qui est dans le monde, en tout cas, assez forte croissance, mais le segment de l'ERP, il n'y a plus beaucoup de croissance. On est sur des multiples qui sont exorbitants. On est à 33 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 97 en price earning, 68 en price of cash flow. Je comprends pas pourquoi le marché valorise aussi chèrement SAP, alors que la croissance est faible. Alors oui, on a une rentabilité qui est correcte, mais juste correcte, hein. On est à 11,6 en rendement des capitaux investis, c'est pas non plus fantastique. L'entreprise est cash net, bon ça rapporte un peu de solidité au dossier. Il y a un maigre dividende qui est payé à 0,95, mais en fait ce rendement est si bas parce que le prix de l'action est très cher. On a un rendement de l'actionnaire à 1,55%, ce qui est pas très élevé, mais ça veut dire aussi qu'il y a des rachats d'actions. Est-ce que c'est intéressant de faire des rachats d'actions à ce multiple? Je suis pas sûr. On a un payout ratio de 82%, avec des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc on est à mon avis plus proche des 65-70% pour ce payout ratio, mais il est relativement élevé, donc le dividende ne va pas beaucoup augmenter. Donc SAP, moi je comprends pas pourquoi le marché paye aussi cher, et pour moi on ne mérite pas du tout ces multiples-là, et je vous conseille de vous tenir à l'écart, mais chacun fait ce qu'il veut. Siemens, donc conglomérat industriel, 183 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 5,4%, une valeur d'entreprise sur EBITDA de 17,3, donc c'est quand même cher payé, un price earning de 24, un price free cash flow de 17,5, donc ces multiples-là sont quand même assez élevés pour une entreprise qui a une croissance plutôt moyenne, on va dire, hein. Surtout qu'on a un rendement des capitaux investis à 6,3%, ce qui est plutôt médiocre, donc on n'est pas sur une boîte de très très bonne qualité non plus. On a un endettement net sur EBITDA à 3,2, donc en plus il y a de la dette, c'est un peu élevé comme niveau d'endettement pour un acteur industriel classique, on va dire. Donc là il faudrait que le management vise à désendetter la boîte dans un premier temps. Un rendement du dividende à 2,4%, ce qui est pas très élevé pour une boîte aussi mature. On a 3% de rendement de l'actionnaire, donc là ça sauve un peu le dossier, avec un payout ratio qui est à 38% et des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc on a largement les moyens d'augmenter cette rémunération de l'actionnaire, et cette rémunération est très soutenable à ce niveau-là. Voilà, ce que je vois sur Siemens, je trouve qu'on est beaucoup trop cher payé sur ce dossier vu la qualité que c'est. Deutsche Telekom, donc l'opérateur télécom, on est sur 180 milliards de dollars US de market cap, 7,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans.
Donc il y a quand même une croissance qui a le mérite d'exister. Je pense que c'est surtout de la croissance externe en fait pour Deutsche Telekom, puisque les télécoms sont un secteur très mature. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on est presque dans ma zone value qui serait 7, en dessous de 7. On a 7,4, donc ça c'est pas très cher payé. On a un price earning de 15,7, mais un price to free cash flow de 6,1. Alors, lequel on prend pour voir si on est sous-évalué, vu que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, vu qu'on est sur une société mature, bon, à mon avis, il vaut mieux la valoriser par rapport au free cash flow, puisque l'entreprise, même si elle fait des bénéfices un peu moins, enfin, si les free cash flow sont plus élevés, c'est parce qu'elle arrête d'investir aussi massivement qu'avant dans son appareil productif, et donc elle est en phase de génération de free cash flow, donc on est sur une société mature. Je pense que c'est le multiple qui est le plus intéressant pour la valoriser, plutôt que les bénéfices. On a un rendement des capitaux investis qui est moyen, 7,5. Maintenant, vu qu'il n'y a pas de croissance organique, en tout cas, on n'a pas besoin d'être hyper rentable non plus. Attention qu'il y a beaucoup de dettes quand même, on a 4 fois presque. Alors pour les télécoms, c'est comme pour les utilities, on a beaucoup de visibilité sur les cash flows futurs, donc on peut s'endetter à un niveau plus élevé que d'autres industries, et puisqu'on a accès aussi à des taux d'intérêt qui sont plus bas que les autres industries, vu que le dossier est moins risqué. Mais 3,9, ça commence à être lourd quand même. On a un rendement du dividende qui est à 2,6%, et un rendement actionnaire qui est à 4,3%, donc il y a des rachats d'actions. Les free cash flow sont quasiment le triple des bénéfices nets, avec un payout ratio de 50%, donc on a largement les moyens de cette rémunération de l'actionnaire. Deutsche Telekom, dommage qu'on soit autant endetté. Si on était endetté à 3, on va dire, ça rendrait le dossier un peu moins risqué, mais bon, ça veut pas dire autant que ça soit dangereux. Ce qu'il faut regarder, il fallait analyser en détail la dette, en fait, pour cette entreprise, quelles sont les échéances, quel est le taux d'intérêt, et si ça se trouve, en fait, c'est pas du tout dangereux en fonction des taux d'intérêt qu'on doit payer. Donc, surtout qu'on a des multiples qui sont très bas. Donc ça peut être intéressant, Deutsche Telekom, pour faire, d'un point de vue value, je dirais, quand même, ça peut être intéressant, d'un point de vue dividende, peut-être un peu moins. Allianz, alors c'est un secteur dans lequel je n'investis pas l'assurance, parce que c'est assez difficile à analyser, ça s'analyse pas comme une société traditionnelle. On est sur 148 milliards de dollars US de market cap. On va regarder le price earning. Pour être value sur les assurances, c'est comme sur les banques, il faut être en dessous de 10, sinon c'est trop cher payé. Donc là c'est pas le cas, on est trop cher payé sur Allianz. Il faut aussi avoir une marge de sécurité sur les actifs tangibles de l'entreprise. On a 3,8, donc il n'y a pas du tout de décote. Et on a un rendement des fonds propres qui est élevé, on a 16,8%, donc ça c'est quand même assez élevé. Un rendement du dividende de 4,3%, donc ça peut être intéressant pour un entier, avec un rendement de l'actionnaire de 80%. Donc il y a des rachats d'actions sur Allianz. On est sur un payout ratio de 54%, ce qui me fait penser que ce niveau de rémunération d'actionnaire est soutenable, mais on est vraiment cher payé sur Allianz. Après c'est normal, c'est le numéro 1 européen, voire peut-être mondial à vérifier, mais on est quand même sur des multiples qui sont trop élevés pour que ça soit intéressant. Ensuite on est sur Munich Re, donc le réassureur. Donc en fait c'est un peu comme une assurance, sauf qu'en fait cette boîte elle va réassurer un portefeuille d'assurance d'une banque. On est sur 83 milliards de dollars US de market cap, il n'y a pas de croissance à signaler. On a un PE de 14,4, donc là pareil, on est cher payé, on est en dehors de la zone value, on n'a pas de décote sur les actifs, donc pareil, on est surcoté, pas de marge de sécurité, un rendement des fonds propres de 18%, ce qui est quand même élevé, un rendement de dividende de 2,55%, c'est pas très élevé pour une assurance, et pour une boîte aussi mature, on est sur 4,3% de rendement d'actionnaire, donc il y a des rachats d'actions assez massifs d'ailleurs, et un payout ratio de 35%, donc on a les moyens de cette rémunération de l'actionnaire. Maintenant, c'est pareil, on est trop cher payé sur Munich Re pour que ça soit intéressant. C'est trop cher payé comme dossier. Rheinmetall, on est sur l'aérospatiale et la défense, donc on va profiter à plein des plans de réarmement en Europe. On a 62 milliards de dollars US de market cap, 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, et des multiples qui sont partis au plafond parce que le marché anticipe une très forte croissance dans les années à venir. Donc 34 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 77 en price earning, 60 en price to cash flow, donc c'est très très cher. C'était un dossier que William Higgins avait déniché pour le mettre dans son fonds, il avait mis ça en portefeuille en 2022, et bien il a fait une fortune sur ce dossier, et de son propre aveu, c'est beaucoup trop cher maintenant, et il commence à vendre. On a 17% en rendement des capitaux investis, donc c'est une très forte rentabilité opérationnelle. Il n'y a quasiment pas de dette au bilan, donc ça sécurise. On est sur 0,62% de rendement du dividende, et 0,42 en termes de rendement d'actionnaire, donc il y a un peu de dilution. C'est pas intéressant à ce niveau, le rendement. Maintenant, on n'est plus sur une société de rendement, on est sur une société de croissance. Donc le payout ratio, il est faible, et donc on a les moyens de payer ce niveau de dividende qui est pas très cher payé. Mais bon, voilà, un Rheinmetall
terminé, hein. Le timing est complètement mauvais maintenant, sauf si vous voulez faire de la croissance, mais ça devient spéculatif parce qu'il faut faire ses propres prévisions d'analyse de modélisation de résultats, on va dire, ou alors se baser sur les prévisions des analystes, mais ils se trompent souvent, et donc ça, c'est un peu spéculatif avec ce niveau de croissance attendu. Moi je pense qu'il vaut mieux laisser le dossier de côté. Merck, donc le laboratoire pharmaceutique, un secteur duquel je me tiens à l'écart, parce que la pharmacie, on a souvent des procès à cause des effets secondaires de médicaments, etc. Donc plutôt à l'écart, on est 61 milliards de dollars US de market cap, 5,5% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. On a une valeur d'entreprise sur EBITDA de 11,6, un PE de 21,4 et 20,6 en price to free cash flow. Donc on est relativement cher sur ce dossier. Il y a un rendement de capital investi à 8%, donc c'est moyennement élevé, donc bon, c'est convenable, on va dire. Un peu de dette sur le dossier, mais pas grand chose. 1,1 fois la dette nette sur EBITDA, donc c'est pas très lourd comme dette. Un rendement du dividende à 1,7, un rendement d'actionnaire légèrement plus élevé, il y a peut-être un peu de rachat d'actions. Bénéfice net est à peu près équivalent au free cash flow, donc le dividende, la rémunération d'actionnaire est soutenable à ce niveau. Maintenant, c'est trop cher payé ce genre de dossier pour moi, donc je suis à l'écart du secteur, mais en plus on est sur un secteur qui a pas beaucoup de croissance, qui fait beaucoup de fusion-acquisition, donc pour moi les multiples doivent être beaucoup plus bas que ça pour que ça soit intéressant. Ensuite on a Siemens Healthineers, donc ça c'est plutôt des appareils médicaux, c'est une filiale de Siemens, on est à 61,4%, 61 milliards de dollars US de market cap, 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc si c'est organique, ça c'est impressionnant. À mon avis, c'est un mix organique croissance externe à vérifier. On a une valeur d'entreprise sur EBITDA de 18, un price earning de 30 et un price to free cash flow de 22. Donc des multiples élevés quand même, hein. Bon, la croissance c'est un peu forte, mais les multiples sont cher payés. On n'est pas non plus sur l'entreprise la plus qualitative du siècle, hein. On est sur 6,3% de rendement de rendement des capitaux investis, ce qui est plutôt médiocre. 3,5 fois la dette nette sur EBITDA, c'est plutôt élevé, hein. Au-dessus de 3, c'est dangereux pour une société qui est plutôt une société industrielle, comme c'est le cas ici. Donc ça c'est un peu dangereux. Il y a un rendement du dividende à 1,87%, qui est pas très élevé, ça c'est dû à la cherté de l'action. Un rendement d'actionnaire à 1,79, donc il y a un peu de dilution sur le dossier. On a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc le payout ratio qui est indiqué ici, il est un peu plus faible en réalité, donc on a les moyens de cette rémunération de l'actionnaire, mais elle n'est pas très élevée. Le dossier est beaucoup trop cher payé pour que ça soit intéressant, à mon avis. Ensuite, Mercedes-Benz, donc le constructeur automobile, secteur difficile s'il en est. J'en suis à l'écart également parce que c'est trop cyclique, c'est trop compliqué. On a la concurrence chinoise, on a la régulation en France, en Europe, avec la fin du moteur thermique, donc une industrie qui est à mon avis condamnée, sauf s'ils arrivent à faire une transition vers l'électrique assez rapidement, mais ça implique de revoir complètement l'appareil productif. On est sur 58 milliards de dollars US de market cap. Une décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, c'est un marché qui est cyclique, mais en plus, vu qu'on annualise sur 5 ans, ça veut dire qu'il y a structurellement de décroissance aussi sur cette entreprise, hein, donc attention danger. Un multiple qui est élevé, hein, vu la qualité de l'entreprise, de 8,4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est en dehors de la zone value, alors que c'est vraiment sur un dossier complètement, on va dire, industrie complètement mature, voire menacée, risquée, donc un price earning de 5,7, donc ça par contre, c'est bas, hein, 4,1 en price to free cash flow, c'est très bas. On a une marge de sécurité même sur les actifs tangibles. Donc il faut voir de quoi sont composés les actifs tangibles. Souvent les automobilistes, les constructeurs automobiles ont un bras financier, et donc ils ont aussi des actifs financiers, et ça peut rentrer aussi dans les actifs tangibles, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a une décote, mais à vérifier. Rendement des capitaux investis à 8,6%, donc c'est plutôt moyennement élevé, on va dire. Une dette nette sur EBITDA à 4,5, ça me semble très élevé, hein. Pour ce type d'industrie, c'est peut-être même dangereux. Donc à voir si c'est vraiment cette dette nette là qu'on a, hein, parce que on peut avoir des loyers, hein, dans l'IFRS 16, mais ça me semble élevé pour le secteur quand même, hein. 7,7% de dividendes, de rendement du dividende, c'est quand même élevé. 18,5% en rendement de l'actionnaire, donc en plus il y a des rachats d'actions assez massifs. Des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets, avec un payout ratio à 54%. Bon, ce genre de dossier, c'est mystère, parce que c'est une industrie qui est condamnée. On est sur une boîte qui a pas mal de décotes, en tout cas en price to free cash flow, hein, une énorme génération de cash, même une décote sur les actifs tangibles. Il faut voir les actifs tangibles dont elle dispose. Mais il y a beaucoup de dettes, et d'autre part, on verse un énorme dividende.
Donc est-ce que ce dividende est soutenable à long terme? Est-ce que on va générer autant de free cash flow l'année prochaine? Point d'interrogation, c'est très cyclique. Maintenant, si vous avez un rendement actionnaire de 18%, ça veut dire qu'en 6 ans, vous avez un prix de revient à 0, quoi. Avec les rachats d'actions, plus les dividendes si vous les réinvestissez, etc. Mais je reste à l'écart de cette entreprise et de ce secteur, parce qu'à mon avis, il est beaucoup trop risqué malgré ce qu'on voit niveau quantitatif ici. Deutsche Börse, on est sur l'opérateur boursier allemand, donc les opérateurs boursiers, ils sont en pleine consolidation en fait en Europe. On a Ronext qui a racheté plein de petites bourses à droite à gauche, la dernière étant Borsa Italiana, mais Deutsche Börse participe également à cette consolidation. On a le London Stock Exchange qui fait également de la consolidation. On finira à mon avis avec quelques gros opérateurs, 2-3 gros opérateurs, et puis ça sera un oligopole. À l'heure actuelle, on est sur Deutsche Börse qui a une capitalisation boursière de 54 milliards de dollars US, 12% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, ça inclut la croissance organique et externe. Toutes les bourses sont en train de faire des acquisitions. On a une valeur d'entreprise sur EBITDA de 19, donc ça c'est cher payé, un price earning de 27, donc ça c'est cher aussi, un price free cash flow de 22,2. Donc ça reflète la forte croissance de l'entreprise et aussi la qualité. On a 10,5, ça commence à être élevé comme niveau de rendement des capitaux investis. C'est pas mal. On a un peu de dette sur le dossier, 2,2 fois la dette nette sur EBITDA. À mon avis, c'est le signe des acquisitions passées, c'est l'artefact, on va dire, des acquisitions passées. Un dividende qui rapporte 1,5%, c'est pas très élevé, mais on n'est pas sur une boîte à dividendes, on est aussi sur un rendement d'actionnaire à 1,90%, donc il y a un peu de rachat d'actions sur la boîte. 36% de payout ratio, donc et en plus en free cash flow on est plus élevé que ça, donc on a largement les moyens de monter la rémunération de l'actionnaire. Je sais pas si c'est la priorité du management, mais en tout cas ça va pouvoir monter tranquillement. Alors qu'est-ce qu'on garde dans cette sélection en fonction de son profil? Alors qu'est-ce qu'on garde pas? On garde pas tout ce qui est finance, Allianz, Unicredit, ça on le met de côté. On garde pas ce qui est laboratoire pharmaceutique, donc Merck on le met de côté, c'est mon avis personnel évidemment. Qu'est-ce qu'on garde? Ensuite, si on a un investisseur de croissance, il n'y a pas beaucoup de dossiers intéressants. Allez, si on a un investisseur de croissance, on peut se prendre Deutsche Börse. Parce que on est, on va dire, sur de la croissance à prix relativement raisonnable. C'est pas si donné, mais c'est relativement raisonnable. Avec un peu de rendement de l'actionnaire, un peu de retour à l'actionnaire, vu qu'il y a un dividende. Donc ça baisse un peu la volatilité du dossier. Deutsche Börse, c'est pas mal, je pense. Ensuite, si on est plutôt value, à la limite, on peut se mettre sur Deutsche Telekom. Il y a un peu de dette, mais bon, pour un opérateur télécom, c'est pas très... c'est, on va dire, un niveau d'endettement qui est soutenable. Et c'est tout ce que je garde dans cette liste, en fonction du profil croissance ou value. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.